Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Otaku, je m'appelle Amé, je suis là pour vous présenter toutes les sorties manga au Québec. Un petit programme aujourd'hui, petit mais costaud, vous allez voir. Alors la première sortie d'aujourd'hui, c'est la magnifique réédition de L'école emportée de Kazuo Umezu, que certains connaissent sous son nom de plume Umeds, avec 2 Z. Donc réédition du plus grand classique du maître de l'horreur. Je rappelle que Kazuo Umezu était quand même le maître de Junji Ito, fait que c'est le maître du maître. C'est pas n'importe qui, Kazuo. Alors réédition donc de cette superbe série mythique d'horreur, écrite dans les années 70, et qui va en fait parler d'une école qui va se retrouver comme téléportée dans un autre monde, dans le même monde mais futur, ou passé d'ailleurs, on n'en sait rien. Mais en tout cas, ce qui va se passer, c'est que quand les élèves vont regarder par la fenêtre, ils vont tout simplement retrouver le vide intersidéral, rien autour, tout a disparu. Et puis donc on est dans une école primaire, donc avec des enfants quand même relativement jeunes. Tout de suite la panique s'installe un petit peu et les adultes essaient de ramener le calme, puis finalement plus l'histoire va avancer et plus on va se rendre compte que les adultes commencent complètement à perdre pied, et c'est les enfants, grâce à leur imagination, grâce à leur innocence, grâce au fait qu'ils sont capables de s'évader et d'imaginer tout, absolument tout ce qui pourrait se passer ou même ne pourrait pas se passer. C'est grâce à ça que les enfants vont garder le contrôle quand les adultes vont complètement perdre pied et perdre la raison. C'est un petit peu le combat entre les générations. Alors c'est toutes les classes de l'école qui sont prisonnières, puisque ça arrive pile pendant un moment où tout le monde était en classe, avec des petits de 6 ans jusqu'aux plus grands de 12 ans qui essayent d'organiser la situation, puis les adultes qui perdent complètement pied. Donc on est vraiment sur de l'horreur psychologique à fond dedans. C'est un véritable chef-d'œuvre. Il y a des scènes très choquantes en fait. Il ne se passe rien, il n'y a pas de gore, il n'y a pas de revenants, il n'y a pas de scènes qui font peur, mais tout est tellement une ambiance tellement angoissante, tellement prenante, avec ces adultes qui pètent complètement une coche, que c'est psychologiquement très très prenant. Donc vraiment, si vous aimez l'horreur, si vous aimez le underground, si vous aimez le gekiga, si vous aimez Junji Ito, ben c'est sûr que vous allez aimer ça. Donc c'est L'école emportée. Alors on va rester dans le manga intense, pas mal intense, mais dans un style beaucoup plus moderne évidemment, puis assez différent, vous allez le voir. C'est I'm Standing on a Million Lives. J'aime beaucoup le titre, je le trouve quand même assez cool, assez badass. Et on est vraiment sur un isekai pour le coup. Isekai assez classique dans le style, avec un héros qui est assez désillusionné de la vie, qui n'attend pas grand chose, qui n'a pas grande passion. Il finit son secondaire, il est censé s'inscrire dans un cégep avec une spécialité, puis il n'y a absolument rien qui l'intéresse. Puis d'un moment à l'autre il va être plongé dans un autre monde qui fonctionne un petit peu comme un RPG, donc vraiment scénario classique de isekai. Puis avec lui vont être transportées 2 filles qui font partie de sa classe, dont une qui est assez mignonne, il faut le dire, et donc il va un peu se retrouver à devoir combattre à leur côté. Ce qui se passe, c'est qu'elles sont déjà des habituées de ce monde-là, alors que lui est un nouveau joueur et il débute complètement, puis il n'a aucune idée de comment ça se passe. Mais elles ont beau être habituées, bon, elles sont un peu poches, elles ont des pouvoirs, elles ont chacune leur spécialité, mais elles sont pas très bonnes. Mais bon. Fait que lui, sa spécialité va être déterminée assez rapidement, et contre toute attente, malheureusement, il va devenir un fermier, donc un des personnages les plus faibles du jeu. Le truc, c'est que la personnalité de notre héros est très égoïste en fait, très renfermé sur lui-même. Il a peu d'amis, et dans ce monde-là, ben, ça va pas faire exception. Et ce qui va se passer, c'est que lui, il aimerait ça se la jouer en solo, mais ça marche pas comme ça. Il faut qu'il joue en équipe, et il faut que, en fait, si une personne de l'équipe meurt, c'est pas grave, mais si toute l'équipe meurt, à ce moment-là, ben, on a complètement perdu, puis on sort du jeu. Alors, il faut vraiment travailler en équipe pour pouvoir sauver ses camarades de combat, si jamais il y en a un qui tombe au combat. Fait qu'il va un petit peu apprendre à jouer en équipe, puis à se tourner vers les autres, et il va apprendre un petit peu par hasard que l'une des filles serait peut-être en amour avec lui secrètement. Fait que là, ça lui donne un espoir de peut-être vivre sa première histoire d'amour, fait qu'il y a un petit peu de romance là-dedans aussi. Bref, un isekai très classique, donc c'est I'm Standing on a Million Lives.
Et pour le coup, on va retourner dans la réalité et on va changer de sujet complètement. C'est True Beauty. Il est très très brillant, il est très shiny, il y a du doré partout. D'ailleurs, le cover est super beau. La jeune demoiselle est une véritable beauté. Et pour le coup, vous allez voir que c'est vraiment autour de la beauté et de l'apparence que ça va tourner. Alors c'est un drama coréen qui a été fait en manga, donc c'est un webtoon, tout en couleur bien sûr, avec du beau papier comme les éditeurs de webtoon savent le faire en ce moment. Et notre héroïne est en fait une jeune fille qui ressemble à peu près à ça. En plus elle a beaucoup de boutons, ça se voit pas forcément à la caméra, mais voilà, elle sait pas trop se mettre en valeur, puis elle se fait beaucoup bully par ses camarades de classe parce que c'est comme la moche de la classe, fait qu'elle le vit très mal. Puis un jour elle écoute des vidéos sur une plateforme en ligne, bref, un espèce de tuto pour se maquiller, puis elle va comme masteriser complètement l'art du maquillage. Et grâce à ça, elle va devenir la jeune fille qu'on voit sur la couverture. Fait que cette beauté, cette Vénus, c'est notre héroïne. Donc elle garde bien son secret évidemment, hein, parce que si jamais ça venait à se savoir que dans la vraie vie elle a pas l'air de ça, ça serait comme un coup pour elle, puis ça ferait qu'elle retomberait dans son ancienne vie où au lieu d'être admirée, elle était bully. Et le problème, c'est que évidemment son secret va être découvert. Je ne vous dis pas par qui, vous en saurez plus, mais ce que vous pouvez savoir, c'est qu'il y a beaucoup de beaux gars impliqués là-dedans. Fait qu'on est vraiment sur un manga un petit peu à la Switch Girl, hein, avec notre mode on et notre mode off qu'on retrouvait dans Switch Girl. Et puis bien sûr la thématique de l'apparence, puis des limites que se baser sur son apparence physique peut avoir. Et également, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans une personne au-delà de son apparence quand on prend un peu le temps de s'intéresser à elle. Donc c'est True Beauty et c'est donc le dernier webtoon à la mode. Et je vais passer à ce grand format qui s'appelle L'homme qui rendait le chat heureux et inversement. Alors encore un titre que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est quand même très très cute, il faut dire. Alors dans le manga vous allez avoir un petit shikishi qui est offert, qui ressemble à ça, j'espère que vous le verrez bien. Un shikishi, vous savez, c'est des petites plaques en carton sur lesquelles les auteurs japonais font leurs dédicaces. Donc un shikishi dédicacé par l'auteur qui est offert avec l'achat du tome 1. Et dans Le chat qui rendait l'homme heureux et inversement, j'ai-tu dit l'homme qui rendait le chat heureux? Ça se peut, mais bref, c'est inversement de toute manière, fait que ça marche aussi. On suit un homme qui est seul, triste. On va comprendre assez rapidement qu'il a perdu sa femme, puis qu'il est seul au monde, puis qu'il ne se remet pas du deuil. Et un jour il passe devant une animalerie et il voit ce chat qui est loin d'être le plus beau chat de l'animalerie, puis ça fait très longtemps qu'il est là, personne veut de lui, il passe sa vie dans une cage à entendre les gens se moquer de lui parce qu'il n'est pas assez beau. Alors ce qui est cool, c'est que tout va être fait du point de vue de l'homme ou du point de vue du chat, on va comme changer de point de vue. Et lui il tombe en amour avec ce chat, puis il décide de l'acheter. Également on comprend rapidement que quand sa femme était en vie, elle avait toujours rêvé d'avoir un chat, il avait toujours refusé, et donc là, maintenant qu'il est seul, il se dit que peut-être d'adopter ce chat, ça lui permettrait de retrouver un semblant de bonheur, puis de faire ce que sa femme aurait toujours voulu qu'il fasse finalement. Fait qu'il adopte ce chat qui est un peu gros, un peu laid, mais qui a un cœur d'or, qui est très très câlin, on va donc suivre le quotidien de cet homme qui n'a jamais eu d'animaux de sa vie et qui n'a aucune idée de comment s'occuper d'un chat, et puis de ce chat qui est juste tellement heureux d'avoir été enfin adopté et d'avoir un maître qu'il aime, qui fait tout pour se rendre le plus adorable possible, mais ça fonctionne pas toujours bien. Alors c'est très cute, c'est très accessible aux enfants jeunes parce qu'il y a des super jolies valeurs là-dedans, puis c'est très kawaii, et en même temps ça peut plaire aussi à un public plus adulte parce qu'on a quand même de la profondeur dans les personnages, on a quand même des thématiques un peu plus sérieuses avec le deuil, etc. Fait que c'est très versatile, ça peut vraiment s'adapter à tout public. En fait, à partir du moment où vous aimez les chats, vous pourrez aimer ça. Fait que c'est l'homme qui rendait... Non, le chat qui rendait l'homme heureux et inversement.
Et je continue avec la thématique des chats. On reste dans les chats, mais alors là, c'est quand même très très spécial. Ça s'appelle Neko Kappa et on est chez IMHO BD, qui est un éditeur qui fait uniquement de la BD ultra underground. Mais quand je dis ultra underground, c'est ultra. C'est-à-dire que si vous trouvez Junji Ito underground, vous allez être choqué par ça parce que c'est comme 10 fois plus underground. Alors, notre personnage principal est un Neko Kappa, donc un animal un peu bizarre qui est un croisement entre un chat, donc Neko, et un Kappa. Donc le Kappa, c'est ce yokai célèbre de la mythologie japonaise qui vit dans l'eau et qui ressemble à une espèce de grenouille géante avec un peu de cheveux en couronne, puis chauve sur le crâne, puis qui noie les gens qui s'approchent trop près de la rivière. Alors c'est un Neko Kappa qui est quand même assez cute pour le coup, voilà, il peut ressembler à ça aussi. C'est quand même mignon, je l'aime particulièrement. Puis notre Neko Kappa, il vit dans un monde futuriste. Futuriste et rétro à la fois, assez étrange, il y a beaucoup de bazar, il y a beaucoup de choses partout, beaucoup de détails et finalement il va y avoir plein d'histoires courtes avec notre héros qui vont nous faire finalement découvrir l'univers. Fait que c'est beaucoup tranches de vie mais dans un univers complètement décalé. Qu'on aurait du mal à situer dans le temps, qu'on aurait du mal à situer dans l'espace. Et c'est ça, notre personnage va soit se faire confier par une mission par son boss pour aller chercher du médicament, puis juste oublier la mission, puis son boss va juste comme agoniser dans le coin parce qu'il l'a oublié. Il va y avoir une histoire où il part en escapade en bateau sur la rivière. Il va y avoir comme des espèces de monstres qui font pas vraiment peur, mais qui sont pas vraiment attirants non plus. Bref, on est dans du pur style underground, fait que si vous aimez le seinen purement underground, vous allez probablement aimer ça, fait que c'est Neko Kappa. Et celui-ci, par contre, pour le coup, on est beaucoup plus mainstream et je sais que vous connaissez tous ce titre-là, c'est Re:Zero. Alors c'est la nouvelle saison de Re:Zero, c'est le 4e arc. Donc il s'appelle Le Sanctuaire et la sorcière de l'avarice. Alors ce 4e arc est encore une fois plein de péripéties, de rebondissements. On va suivre Subaru après sa victoire sur l'évêque de la paresse du culte de la sorcière. Alors après cette victoire, notre héros retrouve sa chère Emilia, donc retrouvailles, émouvance, tout ça, émouvance ça se dit pas pantoute mais c'est pas grave. Et donc les retrouvailles vont être assez courtes finalement parce que les rebondissements, les aventures vont reprendre de plus belle et en rentrant au village ils vont s'apercevoir que la moitié des villageois qui étaient restés dans le village ont complètement disparu. Alors, ils vont se rendre au manoir pour essayer de résoudre, de comprendre ce qui s'est passé. Puis c'est là que vont partir les aventures. Fait que je vous en dis pas plus, je vous laisse le découvrir. Je sais que pour certains, vous êtes des habitués de Re:Zero, puis que vous en connaissez même probablement plus que moi. Mais évidemment, on est dans la veine du Re:Zero habituel. C'est très très fidèle. C'est aussi fait par le même auteur que les 3 saisons précédentes. Même scénariste, même dessinateur. Donc, aucune surprise ici. Si vous avez aimé les 3 premières saisons, clairement vous allez accrocher à la saison 4. Donc Re:Zero, 4e arc. Et je continue avec ceci, assez original, c'est La Peste d'Albert Camus, donc le fameux roman le plus connu d'Albert Camus, qui a été refait en version manga, adapté, et c'est une version qui est terminée en 2 volumes. Les 2 volumes sont sortis en même temps, ou pratiquement en même temps. Alors, pour ceux qui n'auraient jamais eu l'occasion de découvrir ce roman, c'est un roman qui est d'une actualité assez crue, assez cruelle, puisqu'on parle ici d'une épidémie et de la réaction des gens, de la politique, des médecins, de la population à cette épidémie. Donc, il faut avouer que c'est quand même assez tendance en ce moment, hein. On y retrouvera des graphismes assez simplistes, c'est vraiment découvrir l'œuvre qui a quand même fait gagner probablement un prix Nobel à son auteur, fait que c'est pas rien. Donc on s'attachera pas tant sur les graphismes, mais beaucoup plus sur le scénario. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout l'histoire, ça se passe à Oran, en Algérie, dans les années 40. Et on va retrouver de plus en plus de rats morts dans la ville, tous englignolants. Alors personne ne comprend trop ce qui se passe, puis ça a l'air d'être des phénomènes isolés au début, puis finalement ça devient de plus en plus fréquent de retrouver ces rats. Et notre héros est un jeune médecin. Quand il va
entendre parler de ces rats retrouvés morts, il va tout de suite penser à une chose, c'est qu'il s'agit de la peste. C'est les mêmes symptômes que la peste, mais le truc c'est que personne ne veut dire ce nom-là, personne ne veut, c'est complètement tabou de penser à la peste parce que ça a été tellement un fléau pendant des années que personne ne veut y croire, puis surtout, d'après tous les scientifiques, cette épidémie cette maladie avait disparu des pays tempérés depuis des années et des années, donc impossible qu'elle soit revenue. Et pourtant, tous les signes montrent qu'elle est là. Et puis, c'est tellement, les gens ont tellement peur de prononcer le mot et de se proclamer en état d'urgence, que finalement personne ne fait rien. Et donc on va assister, notre médecin va assister à la contagion du fléau, lentement mais sûrement, même pas si lentement que ça, assez rapidement finalement, avec toute personne qui va juste jamais bouger, jamais rien faire. Donc j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup accroché. J'ai une seule chose à regretter, c'est que la façon dont le storytelling est fait n'est pas très cohérent pour qu'on comprenne à quel public ça s'adresse. Les dessins sont assez enfantins. Il y a beaucoup d'explications avec des petits astérisques en bas de page pour expliquer des termes un peu techniques, mais quand même relativement faciles à comprendre pour tout adulte. Mais donc on sent clairement que ces explications s'adresse à un jeune public, mais par contre on a des scènes d'une rare violence, je dirais pas violence, mais des scènes quand même assez trash où finalement là ici on va avoir un décès par exemple avec c'est vrai que sorti de son contexte vous trouvez peut-être pas ça violent, mais quand on est vraiment plongé dans le livre, c'est quand même assez intense de voir le monsieur auquel on s'était attaché décéder d'un moment à l'autre. Puis on va avoir des plans comme ça avec des morts qui pourraient quand même effrayer le jeune public. Donc là on passe sur une version qui est beaucoup plus adulte. Alors c'est un peu ce que j'aurais à reprocher à l'œuvre, c'est de ne pas se fixer sur un public en particulier, ce qui fait qu'on ne sait pas trop à qui ça s'adresse. Mais encore une fois, pour découvrir le roman, c'est vraiment très bien fait. Donc La Peste en 2 tomes. Et mon dernier livre pour aujourd'hui, on revient à quelque chose d'un petit peu plus joyeux et d'un petit peu plus imaginaire et qui nous fait voyager, c'est l'île aux escaliers. Alors c'est une île perdue dans le sud du Japon, en plein milieu de l'océan, qui fait un peu île paradisiaque, où tout paraît facile, où la vie, tous les habitants ont l'air d'avoir la belle vie. Et dans cette île, en fait, on l'appelle l'île aux escaliers parce qu'elle est extrêmement pentue et il y a des escaliers partout et pour aller n'importe où. Puis il y a même des escaliers qui sont tellement impressionnants que personne ne sait vraiment ce qu'il y a en haut. Alors tout le monde dit qu'ils mènent à la maison de la sorcière, mais ce qui se passe c'est qu'il y a un phénomène assez étrange, c'est que si tu montes suffisamment ces escaliers, suffisamment assez haut, à un moment donné tu vas t'évanouir et quand tu vas te réveiller, tu vas être en bas des escaliers. Fait que personne n'est jamais vraiment arrivé à monter à ces escaliers. Alors rapidement on va apprendre que cette île n'est pas une île ordinaire et que tous les gens qui sont sur cette île, ils sont arrivés sans savoir comment, en ayant un trou de mémoire d'un certain laps de temps qui peut aller de quelques jours à quelques mois de ce qui s'est passé dans leur vie juste avant leur arrivée sur l'île. Et tout ce qu'ils savent, c'est qu'ils ont en commun une chose, c'est le rejet. Ils ont été rejetés par quelqu'un, que ce soit par leurs proches, que ce soit par la société, que ce soit par n'importe quoi. Ils portent tous en eux les stigmates du rejet. Alors, ils pensent être sur l'île pour se refaire une vie. Le truc c'est que notre héros dit moi c'est bien gentil que je me refasse une vie mais moi j'ai pas envie de rester là, fait que je vais partir. Mais comment partir? On lui explique que tout est fait en boucle et qu'il pourra jamais partir. S'il part, il va se passer comme la même chose que s'il monte les escaliers, il va juste s'évanouir puis se retrouver dans une boucle où il va se retrouver sur l'île. Il est impossible de fuir cette île. Et en même temps, cette île est censée être là pour apporter le bonheur et une seconde chance et une seconde vie à ses habitants. Donc un manga qui est assez intriguant, je dois dire, assez feel good, le côté imaginaire est très très bien réussi. On est dans la collection Moonlight de l'éditeur Delcourt, c'est une collection qui regroupe toutes ces œuvres qui sont un peu psychologiques, un peu imaginaires. On avait eu Parasite amoureux, on avait eu Derrière le ciel gris, on avait eu quoi encore, Le prix du reste de ma vie, Le dévoreur de souvenirs, tout ça, on est tous sur des œuvres qui sont qui jouent sur la frontière entre le réel
réel et le fantastique, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup en général. Fait que c'est L'île aux escaliers. Et c'est donc ce qui va conclure mon vidéo pour cette semaine. Alors je vais terminer avec mes tops et mes flops de la semaine. J'ai pas de flop cette semaine, j'ai vraiment tout bien aimé. Toutes mes lectures avaient vraiment des points forts. Par contre mon top, c'est sûr que j'en ai un, même si c'est pas très fair, mais je vais le faire quand même. C'est L'école emportée de Kazuo Umezu. Ça a été un véritable plaisir pour moi de retrouver cette œuvre que j'avais lue il y a très longtemps. L'édition est très belle, le format est très sympathique parce que il faut savoir que l'ancienne édition de L'école emportée était toute petite comme ça en format B5, c'était minuscule puis c'était quand même assez compliqué à lire, et c'est vraiment une œuvre qui a inspiré énormément de mangaka d'horreur psychologique, et que c'est un incontournable qu'il faut absolument lire si vous êtes intéressé par ce genre-là. Donc L'école emportée, top de la semaine. Merci beaucoup pour avoir écouté cette vidéo encore aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à commenter, à me dire si vous avez aimé ou pas aimé ces nouveautés, celles que vous avez découvertes, celles que vous avez envie de découvrir après avoir écouté la vidéo. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.